Fond-de-Latte. En novembre 2019, en Bourgogne, Sylvie Wojcik, une infirmière, imagine un plan macabre et fou. Se suicider en emmenant avec elle ses 2 filles de 9 et 7 ans. Et elle passe à l'action. Et elle empoisonne tout le monde à l'insuline. Mais son plan ne fonctionne pas. Seule sa plus jeune fille meurt. Ouvrons ensemble la cote B du dossier d'instruction de Sylvie Wojcik. Europe 1, Christophe Fond-de-Latte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Fond-de-Latte raconte. Cote B sur Europe 1. Le 25 novembre 2019, vers 10h du matin, à Is-sur-Tille, en Côte d'Or, Maëlys, 9 ans, appelle ses grands-parents. Elle est paniquée. Mamie, maman et Lana, elles sont sur le lit et elles bougent plus. Elles ont les yeux ouverts. Je leur parle, mais elles répondent pas. Et Lana, elle a la tête toute blanche. Venez vite. Les grands-parents alertent les secours et les pompiers découvrent Lana, 7 ans, inanimée. Sylvie Wojcik, la maman, elle, est vivante. Sur la table de nuit, 3 seringues, vides. Lana meurt quelques jours plus tard à l'hôpital. Et la mère s'explique devant le juge d'instruction. Bah oui, je voulais toutes nous tuer. Je suis infirmière. J'étais en burn-out à l'hôpital, j'avais des problèmes d'argent et j'avais fait la promesse à mes filles de jamais les abandonner. Et là, j'ai échoué. Je pensais qu'on serait en paix toutes les 3 et que plus personne viendrait nous faire chier, quoi. Sylvie Wojcik est mise en examen pour empoisonnement sur mineur de 15 ans et écrouée. Trois ans après l'empoisonnement de ses 2 filles, Sylvie Wojcik comparaît devant la cour d'assises de la Côte d'Or. Faites entrer l'accusé. Le procès de Sylvie Wojcik est extrêmement compliqué. À plusieurs reprises, la présidente de la cour d'assises suspend les débats. Sylvie Wojcik a des hallucinations. Elle pense que sa fille est encore en vie. Elle pleure, elle hurle. Ma fille, tu es là. Je te vois. Je te sens, ma chérie. Il y a des moments où elle est en dehors de la réalité. Michel Lecamp, expert psychologue. Tout d'un coup, elle s'est mise à halluciner l'odeur ou la voix de sa fille, elle s'est mise à l'appeler. Enfin, il y avait vraiment des choses tout à fait stupéfiantes que j'avais aussi observées quand je l'avais vue à la maison d'arrêt, où l'idée que sa fille Lana était morte était pour elle inconcevable, au point elle me disait qu'elle n'avait pas de tristesse pour Lana parce qu'elle pensait que c'était pas une perte définitive, qu'elle n'était pas partie, qu'elle était toujours présente. Elle disait qu'elle sentait son odeur, qu'elle l'avait vue, etc.
Moi, c'était la première fois, pourtant ça fait 30 ans que je suis expert, mais là, c'était la première fois que j'assistais à vraiment une scène de cet ordre-là, où une mère hallucine la présence de sa fille au milieu d'un tribunal, devant une assistance sidérée. Code P52. Expertise psychiatrique des docteurs Bensoussan et Rouillon. Sylvie Wojcik oscille en permanence entre le doute et l'illusion. Mais le sentiment qui prédomine est celui d'un cauchemar. Si elle s'obstine à croire que Lana est encore en vie, c'est parce que la réalité lui serait insupportable, sans que pour autant cela s'apparente à une conviction délirante. On sentait de l'émotion quand elle était interrogée ou quand elle répondait. Personne n'osait faire le moindre bruit parce qu'on sentait que quelque chose pouvait éclater ou se briser à tout moment. On a vu les parents qui sont arrivés à l'audience pour témoigner. Cette confrontation avec ses parents a été terrible. Samuel Estève, avocat de Sylvie Wojcik. Elle a fait une crise, elle a craqué complètement. Et on l'avait, ce qui est plutôt assez rare, on l'avait fait extraire du box, on l'avait ramené dans la pièce qui est réservée aux accusés détenus quand ils ne sont pas dans le box à l'audience. C'est un choix qu'on avait fait avec la présidence de la cour d'assises, qui est inhabituel et qui est d'ailleurs techniquement un peu acrobatique, mais on avait pensé que c'était préférable qu'elle ne soit pas là parce qu'on voyait bien qu'il y avait un risque effectivement de décompensation et de crise forte si elle était face à son père. Et en réalité, la crise, elle l'a faite... On l'a entendu hurler pendant le témoignage de ses parents, on a entendu hurler dans la pièce à côté, on a entendu des espèces de hurlements. Tout le monde s'est demandé ce qui se passait. C'était elle qui était en crise très très grave. Les médecins sont arrivés, enfin, il a fallu l'hospitaliser d'urgence. Elle était complètement incapable de reprendre le procès. Procès reporté dans l'affaire Sylvie Wojcik. L'infirmière jugée pour l'empoisonnement mortel de Lana, sa fille de 7 ans, a fait une nouvelle crise à l'audience devant les assises de Côte d'Or, cette fois en hurlant le prénom de sa fille pendant que son père témoignait à la barre. Après plusieurs suspensions dues à l'état de santé mentale de Sylvie Wojcik, la présidente de la cour d'assises a finalement décidé de reporter le procès à une date ultérieure. Code B43. Examen psychiatrique des docteurs Bensoussan et Rouillon. Sylvie Wojcik est une femme fragile. Dans le cadre de son incarcération à la maison d'arrêt de Dijon, elle a été internée en psychiatrie du fait d'un risque suicidaire important et d'un état d'agitation nécessitant une contention physique. Le psychiatre décrit un épisode dépressif sévère avec des symptômes psychotiques. Un traitement sédatif et antidépresseur lui a été administré. C'est une femme normale, c'est une femme intelligente, très intelligente. Il n'y a pas de défaillance sur le plan psychique, mais elle est dans une détresse, alors là, infinie. Je veux dire, c'est parce qu'elle n'est pas morte, mais en revanche, si vous voulez, l'effet est dévastateur. C'est-à-dire qu'elle a commis quelque chose d'épouvantable. Elle a voulu tuer ses filles. Fort heureusement, une des filles s'en est sortie. Donc, si vous voulez, elle ne meurt pas et elle est face à ce qu'elle a fait. Et ce qu'elle a fait, c'est l'indicible. C'est un gouffre, c'est absolument vertigineux. Elle est d'autant plus dévastée qu'avec les traitements, avec l'aide sur le plan psychique, ce qu'elle a en détention, et puis qu'elle veut avoir, évidemment. Elle arrive à justement prendre le recul par rapport à ce qu'elle a fait, et c'est d'autant plus douloureux, si vous voulez, parce que là, elle est dans la rationalité. Donc c'est épouvantable pour elle. C'est insupportable, Mais elle est dans une authenticité absolument parfaite, évidemment. Elle n'est pas du tout dans la défense utilitaire, évidemment que non. Elle veut être punie, elle veut être sanctionnée, durement. Pour expier, essayer, mais de toute façon, c'est irréparable. Elle vivra avec ça toute sa vie, et c'est relativement invivable.
J'ai voulu en finir parce que je voulais juste que ça s'arrête. Qu'on soit toutes les trois ensemble. Que personne vienne interférer. Quand j'ai vu Lana morte, je me suis dit que c'était pas mon enfant, qu'on s'était trompé. Que c'était un petit être. Lana, je sais pas où elle est. Je pensais que je vivais un cauchemar, que c'était une erreur, qu'on allait s'en rendre compte. Que j'allais repartir avec mes 2 filles. Pour tenter de comprendre ce qui a poussé cette femme à vouloir mourir avec ses 2 filles, le juge d'instruction charge l'expert psychologue Michel Lecamp de plonger dans la vie et les tourments de Sylvie Wojcik. Ça tombe bien, il est rompu aux histoires familiales compliquées. Il a pensé à moi parce que c'est une affaire qui va manier des concepts de l'ordre de la thérapie familiale, de l'ordre de ce concept de l'incestuel, et qu'il y a vraiment un acte qui semble complètement fou, déraisonnable. Michel Lecamp, expert psychologue. Il me dit simplement que voilà, il y a une maman qui a tenté de se tuer et de tuer ses filles, qui sont face à une sorte de suicide altruiste. Et ensuite, il m'envoie le dossier avec certains interrogatoires de l'enquête. Et ensuite, je vais la voir à la maison d'arrêt des femmes. Et donc, je me trouve face à cette femme, finalement, de 40 ans, avec les cheveux regroupés dans un chignon, qui est calme, qui essaie de s'expliquer avec moi, et avec qui je vais passer la première fois 2 heures à essayer de prendre connaissance du contexte, de sa personnalité. Code P43. Examen psychiatrique des docteurs Bensoussan et Rouillon. Sylvie Wojcik se présente au parloir dans une attitude coopérante, mais qui dénote aussi sa lassitude physique et morale. Les épaules sont tombantes, la mimique est rare, la voix faible, souvent entrecoupée par des pleurs. La tristesse est manifeste, profonde, chez cette femme douloureusement résignée. Au départ, peut-être ce qui me surprend le plus, c'est que elle est plutôt calme. Elle sourit par instant. J'ai l'impression qu'elle est quand même contente de pouvoir évoquer tout ça, de pouvoir essayer d'analyser son histoire. Et donc, on a plutôt un contact assez adapté finalement. Il n'y a rien de pathologique qui semble apparaître, en tout cas dans la relation à l'expert. Je pose les questions d'abord, les antécédents familiaux. Donc la première chose, j'évoque le père, puis la mère, et puis la fratrie, etc. Et dès les premiers mots, s'agissant de son père, je m'aperçois qu'on est dans un cas de figure tout à fait particulier. Une famille extrêmement particulière, elle aussi. Code P44. Expertise psychologique de Michel Lecamp. Sylvie Wojcik a grandi à Dijon. Elle est la dernière d'une fratrie de 3 filles. Elle décrit son père comme étant patriarche autoritaire et tyrannique, ne souffrant pas qu'on conteste son autorité. En grandissant, elle se rapproche de lui et dit « Je lui faisais confiance, je n'avais pas de relation avec mes sœurs. » Elle dit « Il disait qu'elles étaient mauvaises. » C'est vraiment le père, la mère et les 3 filles. Et jamais personne n'accède finalement à cette espèce de bulle ou de coffre-fort institué par le père. Le père qui, de surcroît, vient incarner finalement un peu comme un gourou la seule parole audible dans cette famille, puisqu'il empêche, il interdit même le fait de penser ou de parler. C'est-à-dire qu'il a une formule que j'avais trouvée tout à fait saisissante, c'est qu'il admet pas qu'on commande ses décisions, et il dit « réfléchir, c'est déjà désobéir ».
Ça veut dire que quand il dit quelque chose, eh bien on ne peut même pas commenter. C'est-à-dire qu'il va empêcher ses enfants de se développer par elles-mêmes. Et donc le père non seulement institue cet enfermement dans ce huis clos, mais en plus il interdit quasiment également les relations complices ou amicales ou affectives entre les filles elles-mêmes. Elles sont quasiment interdites. Et lorsqu'elles vont tenter de le faire, ça va être soit l'exclusion, soit des coups, quelquefois les deux. Il y a vraiment quelque chose comme ça de tout à fait sidérant. Écoute-moi bien, Sylvie. Ta sœur, Véronique, c'est une mauvaise fille. C'est un mauvais exemple. Tes sœurs, elles écoutent rien. Elles font rien comme il faut. Faut que tu les oublies, sinon tu sais ce qui t'attend, hein. Je te corrigerai comme ta sœur. T'as intérêt à m'écouter, hein. Je te le dis, moi. La violence n'est pas exclue puisque, par exemple, Véronique sera battue assez violemment au point que, finalement, quand il commençait à la battre, eh bien, la mère emmenait les autres filles au sous-sol pour pas qu'on ne puisse entendre ses cris. Il la disputera très très fort en disant qu'elle a désobéi une fois de plus. C'est la terreur, c'est une sorte d'emprise, une emprise incestuelle où finalement on ne peut pas penser, on ne peut pas être soi-même. Incestuel, c'est quelque chose où il n'y a pas d'acte sexuel. Mais par contre, il y a une intrusion psychique des parents ou d'un parent sur les enfants. C'est-à-dire que là, il y a une fusion, une confusion, et il y a quelqu'un qui empêche finalement la pensée des autres. Je pense que c'est sans doute Sylvie qui sera celle sur laquelle l'emprise sera la plus forte. C'est pas celle qui sera la plus battue, puisqu'elle ne le sera pas en réalité. Mais comme je l'avais expliqué au procès, elle ne le sera pas parce qu'elle se soumettra complètement. Code P27. Enquête de personnalité de Jordan Chaussin. Sylvie Wojcik décrit sa mère comme une femme hyper dépressive. Elle était femme au foyer tandis que son père travaillait la nuit. De cette manière, Sylvie Wojcik était avec sa mère toute la journée, mais également toutes les nuits, car elle était très fragile. La mère aurait menacé de se suicider à plusieurs reprises. Elle ajoute que sa mère faisait des crises d'hystérie. Et progressivement, elle va étaler un peu sa souffrance et ce sont les enfants qui vont devoir s'occuper de la mère. C'est-à-dire qu'on va inverser le système parent-enfant, c'est les enfants qui vont prendre soin de la mère. Et la mère fait également régner un peu une sorte d'inquiétude, de peur vis-à-vis de sa propre vie, puisqu'elle met en avant le fait qu'elle pourrait se suicider de façon assez théâtrale. Et par exemple, elle sort de temps en temps avec une pancarte où est inscrit son nom. Et lorsque les enfants demandent pourquoi est-ce qu'elle fait ça, eh bien, elle répond c'est pour qu'on puisse me reconnaître après que le train m'aura défiguré. C'est une famille radicalement pathologique, où tous les enfants vont être impactés et qui, c'est cette ambiance-là, c'est cet empêchement de la pensée et du fait de pouvoir se libérer de l'emprise qui va finalement, à un moment, dans un instant désespéré, la seule issue va être ce passage à l'acte. Le passage à l'acte, il se présente un peu comme une issue par rapport à cela. Et ça, c'était une des choses qui m'avait peut-être assez frappé. C'était quasiment à la fin du premier entretien où elle m'avait dit finalement que c'est en prison qu'elle avait découvert ce qu'était la liberté. Et que pour elle, c'était vraiment salutaire. Vous savez, monsieur, maintenant en prison, je suis enfin libre de penser. Je peux réfléchir. Je suis pas en permanence en train de faire l'arbitre, de rendre des comptes à mon père. Je fais une formation, je fais des cours de cuisine, d'espagnol, d'anglais. Je fais 2 ou 3 heures de sport par jour.
c'est devenu ma drogue. Grâce à cette extraction de l'emprise de la situation incestuelle, eh bien, elle avait pu renaître, elle avait pu devenir à nouveau, d'être une autre femme, en quelque sorte, hein, en disant même qu'elle détestait celle qu'elle était avant. On de la raconte, Côte B, la suite de votre épisode. À 22 ans, Sylvie Wojcik intègre une école d'infirmière à Reims. Et c'est là qu'elle croise la route de Kevin, un bad boy, dont elle tombe éperdument amoureuse. Elle n'est pas allée le chercher bien loin, c'est le beau-frère de sa sœur. Quand je lui demande pourquoi est-ce qu'elle choisit cet homme-là, elle me dit que c'est quand même le fait qu'il est tout à fait opposé au modèle paternel. Michel Lecamp, expert psychologue. C'est son côté liberté, elle dit il était fou, sensible, il se foutait de tout. Enfin, tout d'un coup, elle rencontre un monde qu'elle ignore complètement et donc ça l'attire. Sauf que lorsque les parents vont apprendre cette liaison alors qu'elle se trouve toujours en école d'infirmière, eh bien ils vont la traiter de pute, ils vont lui demander de se confesser. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'un interdit qui va être reposé et qui va sans doute modifier assez rapidement le lien entre Kevin et elle. Elle dit effectivement avoir été éblouie par son côté festif, bagarreur, etc. Mais elle le présente aussi comme un choix d'opposition. Docteur Paul Bensoussan, expert psychiatre. Le début de la relation a été occulté à sa famille, et pour cause, puisqu'il était le frère de son beau-frère. Elle entre dans la sexualité avec ce bad boy, et elle dit bien elle-même « Je ne connaissais pas la vie avant lui, il représentait ce que je n'avais jamais connu ». Donc il y a l'attirance, mais aussi ce qu'on appelle un choix d'opposition, qui sont des choix fragiles. Code B27, enquête de personnalité de Jordan Chaussat. Au départ, la relation amoureuse avec Kevin rassure Sylvie Wojcik. Cet homme est protecteur, cette rencontre est une bouffée d'oxygène. Mais cet homme boit beaucoup d'alcool et fume du cannabis. Après 7 ans de relation avec Kevin, Sylvie Wojcik donne naissance à Maëlys. Et visiblement, l'idée de la paternité va être quelque chose de compliqué pour Kevin dans un premier temps, puisque il va sortir beaucoup, lorsqu'elle sera née ensuite, il supportera mal que Sylvie s'occupe de cet enfant, qu'il va un peu jalouser. On peut dire que dès le début de l'histoire, les jeux sont faits, que ce couple ne survivra pas, et qu'on attend la naissance du deuxième enfant pour s'avouer à soi-même que ça n'ira plus très loin. Les premières grosses difficultés surviennent à la naissance de Lana. Lana étant la seconde, celle qui va décéder, et qui s'avérera être un bébé difficile, pénible, avec beaucoup d'éveil nocturne, beaucoup d'agitation, etc., qui va mettre le couple à rude épreuve et le fragiliser. Il y a un moment où il doit s'occuper des enfants, il s'alcoolise, elle s'en aperçoit. Elle s'aperçoit par exemple qu'il a laissé les enfants dans la voiture quand il était alcoolisé. Et ça, c'est la limite qu'elle ne peut pas supporter. Et à partir de ce moment-là, finalement, elle le quitte et elle part chez ses parents. Et là, elle retourne dans la gueule du loup, si on peut dire, et surtout c'est le moment où l'emprise va devenir encore plus forte, puisque finalement le climat incestuel va s'étendre des filles aux petites filles. Vous savez, monsieur, quand je me suis séparé de Kevin, je suis retourné chez mes parents. C'était plus calme. Mais en même temps, j'avais mon père toujours sur le dos. Il voulait tout savoir sur tout. Et le plus horrible dans tout ça, c'est qu'il se faisait appeler papa par mes filles. Moi, ça m'a énormément choqué. Mais il n'y avait pas moyen de discuter avec lui. J'en pouvais plus. Heureusement, j'ai rencontré Christopher, un voisin. Avec lui, ça a tout de suite marché. Je me sentais bien.
et belle. Et ce qui est drôle, c'est que quand je lui demandais quel était son idéal masculin, comment elle pouvait décrire ce Christopher, elle me dit il était bordélique, jamais à l'heure, pas beau, un peu bedonnant. C'est-à-dire vraiment, elle ne donne que des caractéristiques peu attrayantes. Mais en réalité, ce qui l'attire, c'est que, lui, il est tendre, il la met en valeur, il a des petits gestes, des petites attentions, et elle se surprend à éprouver des sentiments pour cet homme-là, jusqu'à avoir des relations sexuelles et à avoir une relation amoureuse finalement. Sylvie Wojcik est infirmière dans une clinique privée. Quelques mois avant les faits, elle accepte un poste de cadre de santé. Mais ça ne lui plaît pas. Elle vit mal cette promotion parce qu'elle ne côtoie plus de patients. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va la déséquilibrer parce qu'elle va se retrouver cadre dans le service où elle était une simple infirmière précédemment. C'est-à-dire que ça va être compliqué d'asseoir son autorité dans ce contexte-là. Et son autorité va être également sapée par le fait que le directeur passe quotidiennement dans le service et qui lui fait, comme elle dit, perdre la face. C'est-à-dire que il annule ses décisions, ça vous met dans une position complètement impossible. C'est-à-dire qu'elle passe ses journées en réunion, elle fait des plannings, elle est cadre sans l'être vraiment. À la clinique, je me sentais comme une merde, quoi. J'étais rien. À la maison, je participais plus à la vie de mes filles. À cause du travail, je les voyais plus. J'étais en dehors de leur vie. Je pleurais tous les matins dans la voiture. Donc elle était basée sur deux piliers, le fait d'être infirmière prenant soin et le fait d'être mère. Et là, tout d'un coup, elle est plus infirmière, elle est quelque chose qui ne définit rien de son identité. Et d'un autre côté, du fait de ce nouveau travail, elle voit beaucoup moins ses filles progressivement s'éloignent d'elle, et donc elle dit « mes filles, c'était toute ma vie », et là, elle ne participe plus quasiment à leur existence. Et c'est effectivement un burn-out, c'était une espèce de pression telle qu'elle ne pouvait plus. Samuel Estève, avocat de Sylvie Wojcik. Et retourner au travail, c'était impossible. C'est-à-dire que ça devenait une espèce encore une fois, un gouffre, quelque chose qu'elle ne pouvait plus du tout envisager. Je veux en finir, je ne peux plus continuer, mais je ne veux pas laisser mes filles. Donc bien sûr, le geste pose la question de ce qu'on appelle le suicide altruiste, c'est-à-dire un geste dans lequel une mère déterminée à se tuer, à se suicider, ne peut se résoudre à abandonner ses enfants. C'est comme ça qu'elle le vit dans sa logique dépressive et décide de les emmener avec elle. Ce qu'on appelle le suicide altruiste, qui a été considéré par les psychanalystes, à juste titre parfois, comme un geste d'amour. La vie n'est plus supportable, je ne peux plus la supporter, je quitte cette vie et je ne veux pas abandonner mes enfants parce que je les aime beaucoup trop pour les abandonner et pour les livrer à cet enfer. Code B53. Examen psychiatrique des docteurs Bensoussan et Rouillon. L'épisode dépressif auquel Sylvie Wojcik était en proie au moment des faits peut être considéré comme mélancoliforme, avec la nuance que le sentiment d'épuisement dominait. Nous considérons que son discernement comme le contrôle de ses actes était très altéré au moment des faits et non aboli.
C'est pas un passage à l'acte impulsif. C'est pas ce qu'on appelle un raptus, c'est-à-dire une pulsion soudaine, imprévisible, incoercible. Non, c'est pas ça. C'est un geste prémédité. On a pu voir qu'elle s'était renseignée sur Internet sur le suicide par insuline. Elle a soustrait des produits, puisqu'elle était en soins intensifs, ça lui était très facile. Non, ce qui est extrêmement déroutant, c'est que malgré le cumul des moments difficiles de la vie, rupture, surmenage professionnel, c'est un cumul, mais nous n'avons pas de facteur précipitant et nous avons encore moins de facteur causal. Là, on a vraiment un suicide qui est énigmatique. Quatre ans après le meurtre de sa fille Lana, Sylvie Wojcik comparaît devant la cour d'assises de la Côte d'Or. Quand des enfants sont victimes, c'est évidemment très spécifique. Samuel Estève, avocat de Sylvie Wojcik. Donc c'est évidemment très douloureux. Bon, et puis là, si vous voulez, c'est les enfants qui sont victimes et la maman, donc celle qui a commis l'irréparable, elle est dans une telle souffrance que voilà, il y a aussi de la compassion pour elle. On peut pas la traiter comme une tueuse. Elle a donné la mort, effectivement, et elle a voulu donner la mort à ses 2 enfants. Mais ce n'est pas une tueuse. C'est beaucoup plus complexe que cela. C'est pas audible pour certains, je veux dire, je l'entends bien, mais c'est pourtant ça, c'est pourtant la vérité. Elle est victime aussi, elle. Voilà. Elle est victime de l'état qui était le sien à l'époque, victime d'une descente aux enfers, d'une détresse terrible, victime de ce qu'elle a fait. C'est des dossiers qui voilà, effectivement, qui font chialer, quoi. Tous les dossiers sont durs aux assises, évidemment, mais là, c'est tout à fait particulier parce que tout le monde souffre. C'est quelqu'un qui était très très touchant et qui, quand il y a eu ce moment de crise dans le procès, tout le monde était effectivement très touché par son attitude, où on était quand même au-delà de la culpabilité, parce que on a une personnalité qui est très fragile, qui est quand même plutôt proche de la psychose. Faites entrer l'accusé. Non mais oui, elle participait à son procès, elle voulait absolument aider à la compréhension des choses. Pas pour se sauver elle-même d'une situation délicate sur le plan judiciaire. C'est pas du tout son propos, c'est pas du tout son but, c'est pas du tout ça. Mais pour mettre des mots, pour essayer d'abord elle, ça l'aide aussi. Et ce procès, c'était aussi sa thérapie à elle. C'était aussi pour elle une façon d'avancer, évidemment. Mais c'était aussi pour que la cour puisse comprendre et pour que tout le monde puisse comprendre, pour que le père puisse comprendre, pour que les parents puissent comprendre, les sœurs, les tantes. Enfin bref, donc il y a aussi des mots à donner à ces gens-là, des explications à donner. Et elle voulait, ça c'était quelque chose auquel elle tenait très très fort. Elle a trouvé les mots, elle a donné des explications qui étaient très fortes, très fortes. Madame Wojcik, nous arrivons à ce moment du procès où vous avez la parole. Que pouvez-vous dire à la cour pour tenter de comprendre ce qui vous est passé par la tête ce jour où vous avez empoisonné vos 2 filles? J'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour expliquer. J'étais dans un tel état de souffrance et de désespoir. Je crois que j'étais perdu. À mon travail et dans ma vie. J'avais plus d'autre choix. J'aurais dû me faire aider, mais même ça, j'en étais incapable. Mais l'avenir, c'est de se faire aider pour le coup. Mais donc évidemment, dans le cas judiciaire et dans le cas de sa détention, elle se fait aider. Ce qu'elle n'a pas fait avant, elle le fait maintenant. Et donc on espère qu'elle va pouvoir s'en sortir, j'en sais rien. Mais en tout cas, pouvoir vivre avec ça, quoi. Mais je ne peux même pas le dire, j'en sais rien. Je ne sais même pas si un jour il n'y aura pas un réeffondrement. Elle porte ça en elle. Vous avez tué votre fille que vous avez mis par-dessus tout dans un contexte de dépression. Vous n'avez pas maîtrisé toutes les données de la problématique et vous êtes passé à l'acte dans ce contexte-là et vous quelque part vous réveillez dans un second temps et vous êtes face à ce que vous avez fait. C'est vertigineux évidemment.
Elle avait une lucidité extrêmement douloureuse sur son geste, sur la gravité de son geste, sur l'amour qu'elle portait à ses filles. Docteur Paul Bensoussan, expert psychiatre. Elle désirait une sanction pénale, elle ne voulait surtout pas être déresponsabilisée. Elle avait entrepris une thérapie très active en prison, regrettant bien sûr de ne pas l'avoir fait auparavant. Enfin, ce sont ces mères qui ont échappé à la mort, et qui ont tenté très sincèrement de se donner à la mort. Elles prennent en fait une peine à perpétuité. Parce que personne ne peut se remettre d'un geste pareil. C'est impossible. Maître Estève, vous avez la parole pour la défense de Sylvie Wojcik. Ensuite, nous entendrons l'accusé une dernière fois. J'ai plaidé Sylvie, qui elle était. Il y avait dans ce dossier la démonstration que c'était une mère très, très aimante. J'ai plaidé sa descente aux enfers. Je mets une bascule dans le crime qui ne fait pas d'elle une tueuse. En substance, voilà ce que j'ai plaidé. Et par conséquent, il ne fallait pas la condamner comme une tueuse. C'était évidemment beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus subtil. Elle est de toute façon punie à vie, parce qu'elle portera toute sa vie ce qu'elle a fait. Et ce qu'elle a fait, c'est le pire du pire, tuer ses enfants. Elle aurait dû se dire qu'elle pouvait compter sur la famille, le reste de la famille, la famille paternelle. Ses sœurs, une sœur dont elle est très proche notamment, qui était à l'audience, elle aurait dû pouvoir se dire, voilà, ok je pars, parce que moi j'en peux plus, mais mes filles, elles peuvent rester avec la famille qui les soutiendra, elles seront aimées encore et encore. Sylvie Wojcik est condamnée à 10 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Côte d'Or. Elle accepte le verdict. Elle ne fait pas appel du jugement. C'était la version psy dont de la raconte, ça s'appelle Code B. Et c'est diffusé tous les vendredis et tous les samedis. Rédaction en chef Guillaume Maury, enquête aujourd'hui Vincent Deby, réalisation Mathieu Frette. Retrouvez On de la raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.